Faites très attention de vous lancer. Souvent, les gens ont peur de se lancer parce qu'ils ont peur d'échouer. Mais ce n'est pas de ça dont vous devez avoir peur. Vous devriez plutôt avoir peur de ne plus avoir le choix de réussir. Non, je ne peux pas te parler, je suis en vidéoconférence avec mes abonnés. Donc on se rappelle plus tard. Allez, bisous bisous. Salut, bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Oussama Ammar, l'un des 3 cofondateurs de The Family, qui est une entreprise qui accompagne les startups à réussir le plus rapidement possible. Parmi tous ces conseils, j'ai volé pour vous ces 10 clés de la réussite. Ma clé préférée étant la détermination. Dites-moi en commentaire quelle a été la vôtre et surtout, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. On se donne rendez-vous en toute fin de vidéo avec toutes nos clés. À tout de suite. La première, c'est la détermination. La détermination, c'est la capacité à jamais lâcher. Et quand quelque chose est dur, on le fait quand même, et on va jusqu'au bout et on ne lâche jamais rien. Et je pense que ça se rapproche énormément de la mentalité d'une mentalité un peu guerrière, un peu. Il fait froid, j'avance. Il fait chaud, j'avance. Peu importe ce qu'il va falloir faire, j'y vais. Peu importe les conditions, je le fais. Et jamais je vais me chercher d'excuses. Je pense que les bons entrepreneurs sont des gens qui finissent par être immunisés à l'excuse. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur peut réussir et c'est quoi les clés du succès pour un entrepreneur? Je pense que la plus fondamentale à toutes, alors moi j'ai une théorie assez personnelle sur les qualités qu'il faut, mais il y a quelque chose de vraiment très fondamental, c'est le courage. Et alors, le courage, justement, c'est quoi? Le courage, c'est de faire les bonnes choses au bon moment, malgré ce que ça coûte. Et parce que c'est le courage qui est la mère de toutes les qualités. C'est facile d'être honnête tant que c'est pas dangereux. C'est facile d'être loyal tant qu'il y a rien à y gagner. C'est facile d'être fidèle tant qu'il n'y a pas une trahison qui pourrait rapporter énormément. Être entrepreneur, c'est atteindre un point où à un moment ou un autre, vous avez une définition du succès avec laquelle vous êtes confortable. Alors par exemple, dès qu'on parle de vie personnelle et d'entrepreneuriat, se lancent les grands débats de qu'est-ce que le succès? Qu'est-ce que ça veut dire réussir? Et alors moi je vais vous le dire, ça ne veut rien dire, parce que tout le monde a sa définition personnelle du succès. Il y a des gens qui sont très insatisfaits de tout, il y a des gens qui sont contents de tout. Par exemple, il y a des gens, ils ont un article dans la presse, ils ont réussi. Il y a des gens, ils ont un article dans la presse, ils se disent il est mal écrit. Donc, il n'y a pas d'élément objectif. Est-ce que faire un exit, c'est une réussite? Quand on a créé The Family, on a eu la chance de recevoir le fondateur de Pars, qui s'appelle Tikhon Bernstein. Tikhon Bernstein, il a vendu sa boîte 100 millions de dollars à Facebook, il a dû toucher 35 ou 40 millions de dollars et il a 28 ans. Okay? Tous les gens ont projeté chez lui une réussite incroyable dans l'écosystème parisien. Sauf que moi, connaissant bien le bonhomme et connaissant bien la vallée, je sais très bien ce que lui ressent. Dans la vallée, vendre sa boîte 100 millions de dollars, you're just so much a failure. Et vous n'imaginez pas à quel point le type est dépressif. Quand vous lui dites c'est quoi la pire chose que tu as fait dans ta vie, il dit c'est d'avoir vendu ma boîte trop tôt. Et vous voyez, c'est juste une question de perspective. Donc vous ne pouvez pas mettre votre définition du succès dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas mettre votre définition du succès dans ce que les autres projettent. Vous devez absolument avoir une définition personnelle et claire de ce que vous appelez le succès. Ça peut être défini par la reconnaissance, ça peut être défini par l'argent, ça peut être défini par ce que vous voulez, changer le monde ou tout ce que vous voulez, mais ça doit être clair, objectivable et atteignable. Je m'appelle Oussama. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui a subi des remarques, des machins, etc. Enfin, je suis plutôt dans le top 10. Ouais. J'en ai jamais souffert pour une raison très simple, c'est que j'ai toujours considéré que la distance entre ce que j'avais envie de faire et ce que je pouvais faire était simplement mon travail. Et ça, c'est un message qu'on passe assez peu. C'est que le monde, il a changé. Je pense qu'il y a 20 ans dans une banlieue, si c'était il y a 20 ans, je serais pas devenu Oussama Ammar, j'aurais pas voyagé dans le monde, j'aurais pas créé The Family. Parce qu'il y a 20 ans, il fallait, si je voulais réussir, qu'un type me prenne sous son aile et que ça devienne une opération d'ascension sociale et une opération de respect en mode ah bah petit, tu viens de là, on a besoin de diversité, tu seras notre excuse de diversité. Il s'est passé un truc très très dingue, c'est que l'internet a permis à des gens de pouvoir être qui ils veulent derrière leur ordinateur. Moi je m'appelais Oussama, j'avais 14 ans, j'étais dans un HLM et par ICQ, j'avais des gens à travers le monde qui travaillaient pour moi et personne ne m'a jamais demandé qui j'étais. Ouais.
Et j'en ai jamais parlé et je l'ai pas vécu comme un drame parce que je me suis pas mis en mode on reconnaît pas mes origines, je sais pas quoi. J'ai toujours été cool par rapport à ça. J'ai toujours été obsédé que par le travail et par le résultat qu'on produit dans le travail. Et cette éthique a fait qu'en fait, il y a un moment, les gens se rendaient même plus compte en fait que je m'appelais Oussama. Ouais. Et c'était plus un sujet. Bon, je vais vous raconter un truc très personnel. La première fois que j'ai été à découvert de ma vie, j'ai paniqué. Je viens d'une famille où ils sont tous un peu traumatisés sur l'argent, ils n'ont jamais eu de dette, ils ont toujours vécu très simplement. Et le découvert dans ma famille, c'est le truc... vous avez l'humanité, la sous-humanité, et puis vous avez les gens à découvert. Mais vraiment, c'est une espèce de psychopathe. Première fois de ma vie où j'ai reçu une lettre d'une banque parce que j'étais à découvert, je ne vous dis pas la panique dans laquelle j'étais. Et j'ai eu une chance incroyable, c'est que la première fois de ma vie où j'étais à découvert, je ne pouvais pas rembourser mon découvert. Et vous n'imaginez même pas à quel point c'est une chance. Vous savez pourquoi? Parce que résultat, je suis passé par toutes les étapes du découvert. Toutes les lettres, tous les trucs. Et quand je suis arrivé à la fin et que j'ai vu qu'en fait, 1, j'étais toujours en bonne santé, que 2, il n'y avait personne qui était venu chez moi pour me mettre en prison, que 3, je pouvais continuer à voyager librement, et que 4, il y avait une sorte d'étape après l'huissier qui était la négociation, et que vous remboursiez même pas l'ensemble de votre dette parce que c'était comme ça, et qu'une fois que les mecs avaient vu que vous pouviez sincèrement pas rembourser, vous aviez une preuve. Puis j'ai même découvert qu'il y avait un article du Code civil qui disait que toute dette qui ne peut pas être remboursée dans les 24 mois de vos revenus, retenez-la celle-là, article 1041 du Code civil, toute dette qui ne peut pas être remboursée dans les 24 mois par vos revenus sur les 24 prochains mois doit être négociée et réduite pour être ramenée à vos 24 prochains mois de revenus. Vous imaginez? C'est incroyable. Il y a des types qui ont vachement bien pensé le monde. Ils se sont dit, il ne faut jamais mettre quelqu'un dans une position d'avoir une créance supérieure à ses 24 prochains mois, sinon c'est le mettre dans une situation où il ne pourra jamais sortir de sa situation. Il y a une seule exception, c'est les condamnations pénales. Parce que ce n'est pas une dette, une condamnation pénale. Tu ne dois pas de l'argent à quelqu'un. C'est la société qui te force à faire quelque chose. C'est très différent. Mais donc, oui, Kerviel, oui. 4 milliards 9, là, ça c'est du découvert. Il ne vous reste plus qu'à rencontrer le pape à ce niveau-là. Ça c'est sûr. Le type a vachement bien compris, quoi. La ligne de revenus de la plupart des gens, ça commence comme quelque chose de relativement plat. Et puis après, ça monte petit à petit. Et il faut savoir que 90% des gens bâtissent leur fortune entre 45 et 55 ans. Donc c'est pas les gens qui bâtissent leur fortune jeune en fait sont des exceptions et ils sont pas la norme. L'entrepreneuriat c'est quoi? C'est prendre cette courbe et la tirer énormément pour qu'en fait cette somme cumulée arrive en très peu de temps plutôt que dans cette ligne très rectiligne et très sûre. Et alors forcément, comme toute loi physique, quand vous tirez quelque chose, vous avez besoin de produire une énergie proportionnelle à l'effort que vous tirez. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de dur, c'est quelque chose d'intense, c'est pas des vacances. Il y a des gens qui font des startups comme des gens partent en vacances. Hier, il y a quelqu'un qui me disait « ouais, c'est devenu n'importe quoi. Maintenant, les gens deviennent entrepreneurs comme à mon époque, les gens devenaient réalisateurs et producteurs. » Bon, très bien, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est les gens qui le font sérieusement. Et si pour qu'il y ait plus de gens qui le font sérieusement, il y a beaucoup plus de gens qui le font pas sérieusement, bah, tant pis. Mais résultat, tirer cette courbe, ça a un intérêt énorme parce que même si à la fin on retombe à zéro parce qu'on a raté, en fait, on a un impact sur le reste de sa carrière et on développe des compétences qui ne sont développables que dans ce genre de moment-là. Pourquoi je déteste les coworking space ? Pourquoi je pense qu'aucune start-up du monde ne devrait aller dans un coworking space? C'est tout simplement parce que dans un coworking space, une culture de coworking se crée. Et donc, c'est plus la culture de votre start-up qui se crée, c'est la culture ambiante du groupe. Et c'est forcément une moyenne et c'est forcément de la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que si vous voulez créer une culture, la première chose, c'est de vous isoler. Pourquoi vous pensez qu'on a mis un logo qui ressemble à une secte à l'entrée? Vous imaginez le nombre de gens qui arrivent, ah, The Family, ils sont fermés. Mais tant mieux. Parce que si vous pensez vraiment si vous pensez dans votre tête qu'on peut juger quelqu'un sur un détail pareil, c'est tout simplement que vous n'êtes pas suffisamment tolérant pour nous et très bien faites demi-tour. On ne veut même pas connaître votre existence. Et il y a des gens qui sont dans des paniques, qui se disent « mais tu te rends compte, il y a des gens qui disent ça sur toi » et je dis « ouais, je sais, c'est trop classe d'être un gourou. » Et point barre.
Parce que je sais que tous les gens qui nous connaissent savent très bien qu'on ne l'est pas. Et c'est la seule chose qui me compte. Donc, soyez obsédés par les vraies choses qui comptent et le reste ne compte pas. Plus vous aurez de succès, plus vous serez critiqué. Ne soyez jamais sensible à la critique. Jamais. Il faut vraiment vous apprendre à vous immuniser de ça. N'ayez pas peur. La peur, c'est ce qui fait que les gens font des choses qui ne comptent pas. C'est le pire sentiment. Quand on demande à un type qui possède une Porsche qu'est-ce qu'il a besoin dans sa voiture, il répond toujours la même chose. Ah, c'est génial comme voiture, mais si j'avais un peu plus de place pour les jambes, si le siège était un peu plus confortable, si j'étais un peu moins bas. Et en fait, le mec vient de te fabriquer une Volvo. Et si tu lui faisais ça, il n'achèterait jamais le prix d'une Porsche. Ouais. Et parce que les gens ne payent pas une Volvo le prix d'une Porsche. Donc, le feedback, finalement, il est là, il est comme un phare au loin, en fait. Il est là pour donner la direction et savoir est-ce qu'on est en train de naviguer dans le bon sens. Mais si on est sensible à l'opinion des autres et qu'on n'a pas de conviction par rapport à ce qu'on fait, bah, ça ne fonctionne pas. Le feedback data, c'est quoi? C'est le fait que quand on fait quelque chose, on regarde tout de suite si ça vend ou si ça ne vend pas. Alors quand c'est gratuit, est-ce que les gens utilisent ou est-ce que les gens n'utilisent pas? Et c'est ça finalement le plus pur des feedbacks. Si on prend le cas Facebook, moi, David Marcus la dernière fois était là. Et il est Head of Messenger chez Facebook. Il a été patron de PayPal, etc. Et David Marcus disait la chose la plus extraordinaire chez Facebook, c'est qu'ils sont capables de résister à des émeutes collectives. Ils sont capables, quand tout le monde hurle, tout le monde se plaint que Twitter est en feu, que Facebook est en feu, de rien en avoir à faire. Ouais. Et là où c'est fort, c'est que c'est l'une des entreprises au monde qui écoute le plus le feedback des utilisateurs. Et pourquoi? Parce que ce qui les intéresse, eux, c'est l'usage. Ils te forcent à installer Messenger, tu le fais, tu n'es pas content, tu râles. Ils n'en ont rien à faire si derrière tu utilises Messenger. Ouais, si à l'inverse, par exemple, il y a une histoire très célèbre, le chat Facebook. À un moment, tout le monde a hurlé parce que ça ne leur plaisait pas. Pourquoi ils ont changé? Ils ont changé non pas parce que les gens hurlaient, ils ont changé parce que plus personne n'utilisait le chat. Ouais. Et c'est là où il faut réussir à objectiviser le feedback et à l'absorber de la façon la plus objective possible. Je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, mais The Family a un château. Qui est au courant de ça? Ok, The Family n'a pas de château. On a ouvert une landing page avec le seul objectif de voir si les gens avaient envie d'aller dans un château ou pas. Vous croyez vraiment que je vais aller acheter un château avant de vérifier que les gens ont envie de vivre dedans? Parce que quand vous dites l'idée, ouais, on va... C'était quoi le problème? Le problème, c'est que beaucoup de gens viennent nous voir en nous disant « Paris est trop cher, je vis mal, je n'arrive pas à me concentrer, je ne suis pas confortable. » Ok, tu as un problème, j'ai une solution. Je vais t'ouvrir un super château à la campagne pour 1 000 € par mois, super bien foutu. Et est-ce que 1 000 € par mois, c'est le bon prix? Quand on parlait aux gens, on leur disait 1 000 € par mois, et les gens disaient « Ah, c'est cher et tout. » Moi, je me disais « C'est quand même pas cher, 1 000 € par mois. » Donc, pour arrêter d'être avec des gens qui me regardent dans les yeux en disant « Non, mais pour moi, ce ne sera pas ce prix-là », et de vivre la culpabilité de tous ces gens, on a prétendu qu'on avait un château, on a annoncé qu'on avait un château, et ça a super bien marché. Parce que moi, j'ai reçu plus de 80 demandes par email en mode « Ouais, je veux y aller dans ce château. » Donc maintenant, on est au courant et donc on fait des visites de châteaux et on cherche un château. Et en plus, vous imaginez avec la banque comment la discussion est facile. Attendez, les gars ont déjà payé. Mais il n'y a pas de château. Mais justement. Et donc, sortez du schéma. Et donc, pour vérifier que les gens sont prêts à acheter de l'information ou pas, il y a une façon toute bête. Tu ouvres une landing page, tu promets ce que tu vas promettre post 1 an ou 2 ans de développement et tu dis aux gens, clique et achète. Et si les gens cliquent et achètent, c'est que tu as raison. Si personne ne clique et achète, c'est que tu as tort. Et quand ils ont cliqué et qu'ils ont acheté, tu as un petit message du type « Bah écoute, c'est pas encore prêt, mais ça va venir. » Personne n'en veut pour ça. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un pouce en l'air qui fait plaisir. Et cette semaine, j'ai interviewé Maxime Timonier, l'un des 3 cofondateurs de la startup Nénuphar. C'est quoi Nénuphar? Une entreprise qui fabrique des chaussures d'intérieur. Avec lui, on parle de levée de fonds, comment il a obtenu ses 425 000 € de financement pour lancer son entreprise. Il nous a gentiment ouvert les coulisses de sa startup. Et si vous êtes intéressé par l'envers du décor des entreprises, j'ai créé Back Office. C'est un podcast dans lequel j'interviewe des entrepreneurs. C'est le lien qui est juste en dessous ici. Il faut cliquer dessus. C'est disponible sur SoundCloud
c'est disponible sur iTunes. Et nous, on se donne rendez-vous dans un prochain épisode. Salut. Ouais, mais pourquoi tu me parlais de silicone? Ah, la vallée!